Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Évaluer son patrimoine applicatif pour optimiser les budgets de maintien en conditions opérationnelles. Je suis Gaëlle Moll et je suis modératrice de ce webinaire. Pour information, le support ainsi que l'enregistrement du webinaire vous seront envoyés d'ici quelques jours. Je vous rappelle que tous les participants sont en mode silencieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via l'outil GoToWebinar et nous y répondrons à la fin de la session. Aujourd'hui, je reçois Vincent Agnette, qui est Enterprise Architect consultant chez Tasman, et Sylvain Caillot, qui est directeur technique chez Cast. Et ils vont tout de suite commencer leur présentation. Je crois que c'est Vincent qui commence. Bonjour, donc je suis Vincent Agnier du cabinet Tasman. Tasman est un petit cabinet de conseil qui intervient auprès des DSI, des directions générales sur des sujets amont sur le SI et typiquement, par exemple, sur des sujets de budget sur la maintenance, qui est un sujet qui revient assez souvent. Et bonjour à tous, je suis Sylvain Caillot, donc directeur technique de Cast. Et Cast, c'est le spécialiste de la software intelligence. On verra comment on peut capturer tout un tas d'informations relatives au système d'information et l'exploiter dans le contexte donc, de l'optimisation de budget. On va croiser ces informations-là avec les pratiques et le conseil, l'expertise de Tasman. Donc, tout d'abord, parlons un peu de vocabulaire. En fait, on parle là on a dit au départ, on était parti sur la maintien en conditions opérationnelles, on parle aussi de maintenance, on parle aussi, puisqu'on parle de budget, on parle de run, on parle d'OPEX. Donc, de quoi on va parler finalement, hein? Alors, la maintenance des systèmes d'information, donc là, on est sur un scope qui couvre un système d'information avec des centaines d'applications. On n'est pas juste en train de regarder une application. Et donc, la maintenance, finalement, c'est quoi dans l'ensemble? C'est ce qui, j'ai mis la définition de la norme européenne d'ailleurs, mais en gros, c'est ce qui permet d'avoir un système qui fonctionne, qui n'a pas d'erreur et qui offre le service qu'on attendait. Donc, il y a d'une part le MCO qui est plus orienté sur le fait que quand je me connecte, il y a quelque chose qui répond, y compris d'ailleurs s'il y a des catastrophes. Et puis, sur cette infrastructure résiliente, en fait, il y a un certain nombre d'applications qui délivrent des services attendus. Donc, le séminaire là porte sur cette partie-là de la maintenance applicative, qui est composée effectivement de maintenance corrective, on règle des dysfonctionnements, et de maintenance adaptative, c'est-à-dire on lance pas de nouveaux projets, néanmoins il y a des petites évolutions à apporter, et donc on les apporte. Ça peut être confié à des prestataires extérieurs, dans ce cas on parle de TMA, et le côté budget ressort un peu différemment avec d'autres problématiques. Et puis des fois, quand on parle de run, en fait, tout ça constitue ce qu'on appelle le run, qui est pas le build. C'est-à-dire si on maintient l'existant, on n'est pas en train de développer des choses nouvelles, on n'est pas en train de transformer profondément, hein. Et puis en général, en termes budgétaires, pour les organismes qui le gèrent comme ça, en fait, c'est du côté OPEX, par opposition au côté CAPEX, qui va plus représenter le budget de transformation. Alors finalement, ce budget de maintenance, il concerne qui? Alors en général, il concerne les gens qui décident des budgets. Donc là on ne s'adresse pas à des développeurs. On va le voir après, il y a une liste de personas. Et quand on parle de budget de maintenance, en fait, il y a des choses qui reviennent régulièrement, peu ou prou, sous cette forme ou sous une autre, hein. De dire que voilà, on a des équipes de maintenance et puis on a une réduction du budget qui est uniforme, donc qui ne tient pas compte vraiment de ce qu'on fait. Vincent, on a un petit problème de son. Ah, c'est-à-dire, vous m'entendez pas du tout? Là, on t'entend mieux. Merci. D'accord, pardon. Donc il y a aussi le problème de voilà, j'ai pas le budget, mon collègue là parce qu'il accède plus fort, ou alors on me dit que mon budget doit s'aligner sur l'inflation, mais bon, voilà. Et puis sinon, je gagne des miettes, mais on n'a en aucun cas ce que j'avais demandé. Alors en fait, si on creuse un petit peu, on commence à rentrer dans des choses un peu plus rationnelles, et c'est ce qu'on va essayer d'explorer dans ce webinaire. Finalement, le côté uniforme, ben, finalement, est-ce que tous les composants du SI se valent, ont la même histoire, ont la même valeur? Est-ce que c'est normal que les managers les plus avec la voix qui porte le mieux attirent les budgets? Est-ce que c'est une bonne pratique? Quand on parle d'inflation,
c'est quoi le rapport entre l'inflation et la dette fonctionnelle ou technique de mon patrimoine applicatif. Quand on dit que on avance par saupoudrage, est-ce que les utilisateurs sont d'accord qu'on fasse juste des petits pas si on a une grosse affaire? Et donc finalement, la problématique du budget de maintenance, ça concerne pas mal de monde dans l'entreprise en fait. Les DSI, bien sûr, qui aimeraient mieux expliquer ce qu'ils font avec les budgets qu'on leur confie pour maintenir l'existant, mais aussi la responsable du domaine applicatif, en fait, comment trouver un juste équilibre entre le fait de maintenir ce qui existe et puis également de pouvoir aussi créer des choses nouvelles. Les responsables métiers qui se demandent finalement le système il marche, pourquoi on dépenserait de l'argent dessus? C'est peut-être un peu caricatural, mais des fois c'est un petit peu ça. Pourquoi il y a 10 personnes qui maintiennent une application alors que j'en ai que 3 pour développer mes nouveaux services, par exemple? Et puis également, quand on parle d'IT stratégie, de transfo digital, est-ce que c'est raisonnable de consacrer beaucoup d'argent à la maintenance alors qu'on a besoin de tellement plus pour se digitaliser? Et puis au final, en fait, comme on est sur des budgets, ça va toujours atterrir à un moment donné dans la corbeille ou sous la décision du directeur financier, d'un contrôleur de gestion. Lui, en général, effectivement, il connaît pas, et il veut pas connaître d'ailleurs les détails des techniques, des problèmes qu'on a. Néanmoins, si on pouvait éclairer un petit peu plus et passer du juste ces tant de personnes à voilà les problèmes que ça résout vraiment et c'est pourquoi c'est important, ça serait éclairant. D'une manière générale, quand j'ai fait le tour chez Tasman des gens qui interviennent sur des sujets comme ça, pour le compte de nos différents clients, tout le monde a dit effectivement, si on pouvait rationaliser un petit peu ce qu'on met derrière le budget d'un domaine applicatif, budget de maintenance, ça serait pas mal et tout le monde serait plus serein, en tout cas sur les décisions qu'on prend. Alors, justement, pourquoi est-ce que on fait rarement ça? Parce qu'en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire quand on se place à un niveau assez élevé, où on va raisonner sur des budgets annuels, effectivement, on ne va pas aller lire des lignes de code concrètement. On n'a pas le temps, c'est fastidieux, on n'a pas les compétences. Et donc, on descend rarement dans la soute pour essayer de trouver du rationnel en fait sur pourquoi il y a 10 personnes sur ce projet qui ne délivre plus rien de nouveau depuis 3 ans, par exemple. Voilà. Et le fait de ne pas pouvoir éclairer ça, en fait, fait que du coup, on va dire ok, il y en avait 3, on va diminuer un peu, on va mettre 2,5. Mais en fait, on ne sait pas bien pourquoi on fait ça. C'est un raisonnement purement financier, mais il n'y a pas de réalité derrière. Et pourquoi c'est difficile? Parce que c'est compliqué, on n'a pas forcément cette vision. Et l'intérêt d'un outil comme les outils de CAST, et CAST Insight en particulier, c'est de pouvoir retrouver ce type d'informations, c'est-à-dire pouvoir tirer du code applicatif et d'autres éléments qu'on verra après, un ensemble d'indicateurs tout à fait objectifs, rationnels, qui vont permettre en fait d'avoir une vision du portefeuille applicatif pour avoir des mesures concrètes et pouvoir objectiver les décisions, voire, on verra à la fin, voire arbitrer effectivement est-ce qu'on continue à maintenir ou est-ce qu'on transforme. Et donc globalement, l'approche est de dire on se base sur un outil pour récupérer automatiquement un maximum d'indicateurs, on va dire techniques, qui sont issus de concrètement le SI qui est en production, sur la base de son code source, de ses paramètres, de différents fichiers. On complète ça avec des informations qui proviennent en fait d'enquêtes qu'on va réaliser, par exemple sur la valeur métier. On conçoit des tableaux de décision, donc tout ça on peut l'outiller au sein de CAST, même pour les informations qui sont pas mesurées dans CAST. Et puis à partir de là, on a des tableaux, on va pouvoir les présenter au niveau d'abstraction qui va bien avec les interlocuteurs. Et puis on va enfin pouvoir prendre des décisions éclairées et voire même challenger en fait ces budgets de maintenance avec ce dont on a besoin pour réaliser la transformation digitale. Je vais passer la main à Sylvain qui va présenter justement ce qu'est CAST Insight rapidement, puisqu'on a peu de temps. Voilà, donc c'est le slide que présentait Vincent, mais je ne vais pas vous montrer le slide, je vais plutôt directement basculer dans l'outil, ce sera plus parlant. Donc je vais vous montrer ces différents cas d'utilisation, ces différents types d'analyse qu'on peut avoir avec la solution CAST. Donc quand on se connecte sur CAST Highlight, c'est parce qu'on a déjà analysé des applications. Analyser des applications avec CAST, ça c'est pas une analyse statique
du code source des applications. L'analyse statique du code source, elle remonte des informations sur les pratiques, sur les patterns qui ont été utilisés par les développeurs lorsqu'ils ont développé ces applications. Et de ces patterns, on va déduire un certain nombre de choses. On va sur des informations qui relèvent de la santé de l'application. La santé, c'est est-ce qu'elle est robuste, cette application? Est-ce qu'elle ne va pas tomber en panne en production? Est-ce qu'elle est agile, cette application? Est-ce qu'on est capable de la transformer rapidement, de le faire prendre en compte facilement de nouvelles fonctionnalités? Est-ce qu'elle est élégante? Est-ce qu'elle embarque de la complexité? Est-ce que la complexité algorithmique qu'il a fallu développer pour répondre aux besoins du business est trop élevée et va impacter à la fois peut-être la robustesse et l'agilité? Le deuxième axe qu'on va regarder, parce que c'est très important aujourd'hui dans les démarches de digitalisation, de modernisation, c'est est-ce que cette application, on pourrait facilement l'emmener dans un environnement cloud, facilement l'exploiter sur un environnement cloud, en particulier en tenant compte des services managés qu'on rencontre sur la plupart des environnements cloud publics pour lesquels les providers fournissent maintenant de plus en plus de services. Et enfin, est-ce que cette application qui embarque certainement de l'open source, parce que c'est la façon moderne de fabriquer, elle embarque de l'open source avec un risque open source qui est maîtrisé. Le risque open source se mesurant essentiellement sur 3 axes: l'obsolescence, la sécurité et le risque de propriété intellectuelle qui malheureusement est généré par les licences qui portent les composants open source. Donc on fait cette analyse de code et on va avoir tous ces types d'informations. Je vais évidemment retrouver des mauvaises pratiques de développement, je vais évidemment découvrir des pratiques qui sont à la fois des accélérateurs pour aller sur le cloud et des ralentisseurs, des bloqueurs, et puis j'ai retrouvé automatiquement tout l'open source qui a été embarqué et pouvoir mesurer ça. Quand on va mesurer ça, on va le mesurer en fonction d'autres informations. Ce qui est important, c'est de pouvoir segmenter ce portefeuille pour prendre des décisions. Lorsqu'on voit la maintenance, on voit la maintenance du système d'information, pas la maintenance d'une application ni des actions qu'on préfère sur une application. Il s'agit là plutôt de s'adresser, comme l'expliquait Vincent, à des gens qui sont des décideurs, qui ont, comme le directeur financier, une vision qui n'est pas une vision technique. Et l'idée, c'est de comprendre et d'avoir rapidement cette information. On va croiser ça avec des informations qui sont des informations qui vont être issues de la capture d'informations par ailleurs, soit par des questionnaires, des sondages, soit par l'intégration de données qui proviennent d'autres sources à l'intérieur du référentiel de Cast Highlight. Par exemple, si on regarde la santé de l'application, je peux croiser la santé de l'application de ce dont parlait Vincent tout à l'heure, c'est l'importance pour le métier de mes applications. Et donc, j'ai croisé un indicateur qui s'appelle le Business Impact. Ici, le Business Impact est issu d'un sondage qu'on fait auprès du responsable de domaine ou responsable de la maîtrise d'ouvrage pour lui demander si cette application, elle peut potentiellement impacter le chiffre d'affaires d'entreprise, son image, sa réputation. Voilà, différents axes de cette nature, si elle concerne que les utilisateurs internes à l'entreprise ou des utilisateurs externes. Et on va en conclure qu'on a un impact. Tous nos indicateurs sont ramenés entre 0 et 100 pour simplifier la lecture. Ils sont donc interpolés de cette manière-là. Ici, par exemple, on trouve à la verticale le business impact, l'importance pour le métier, et à l'horizontale, la robustesse. Ces applications-là sont des applications qui sont relativement importantes pour le métier et qui sont de bonne qualité. Si elles tombent en panne, on saura certainement les réparer. Et ces applications-là, par contre, sont des applications qui sont inquiétantes, surtout celle-ci qui est assez haute sur l'axe de l'importance pour le métier. Et donc, on a peut-être lieu d'aller travailler sur cette application-là en particulier. On peut toujours croiser ces informations d'autres informations. Une autre information qu'on a pris ici, c'est le nombre total d'ETP. Donc, on voit que cette application a une mauvaise qualité et elle occupe beaucoup de monde, plus de monde en fonction de sa taille qu'on ne pourrait s'y attendre. Donc, encore une fois, peut-être quelque chose qu'il faut mieux investiguer, mieux discuter avec les équipes projet. Le deuxième axe, c'est l'axe du Cloud Ready. Donc, sur cet axe du Cloud Ready, je vais parler un peu le temps que l'affichage arrive. Sur l'axe du Cloud Ready, on a la même logique. On va avoir défini un indicateur Cloud Ready qui va regarder quelles sont les pratiques qui ont été embarquées. Si par exemple vous avez de la manipulation de fichiers de file path, du C2 / le chemin, je sais que c'est un peu technique ça, mais voilà, c'est quelque chose qui ne va pas du tout être compatible avec un cloud. Sur un cloud, vous ne savez jamais où se trouve le fichier. C'est pas bon, c'est un bloqueur. Et puis, si vous avez par contre mis un fichier de paramétrage pour des profils, des droits, qui est compatible avec l'environnement cloud, ça facilitera les choses. Et là aussi, on découpe ça. On va découper une partie des applications qui sont peu importantes pour le business, mais qui sont faciles à emmener sur le cloud, des applications qui sont importantes pour le business et qui sont relativement faciles à emmener pour le cloud, et puis d'autres qui ne le sont pas. Ça permettra de segmenter, un peu comme le fait
la matrice Gartner dit du 5R, hein, ça c'est rehost, ça va être replace, ça va être probablement refactor, rebuild. Voilà, donc on va voir ces différentes actions là qui pourront être prises et ça permettra d'aller voir comment ça se passe. Voilà, la taille des boîtes cette fois-ci, des bulles, pardon, cette fois-ci c'est le roadblock, hein, ils sont plus importants pour le business, plus facile à emmener ou à migrer sur le cloud. On va trouver d'autres informations. D'abord, on retrouve tous ces bloqueurs et tous ces boosters. Donc, on voit ici ce qui permet d'aller plus rapidement sur le cloud, qui est déterminé sur ce sous-ensemble. On voit ici les bloqueurs. Et donc, on voit, ces bloqueurs ciblés aussi en fonction de la cible de cloud qui est concernée. Et on donne, si c'est critique, et on donne une estimation de l'effort nécessaire pour corriger le problème. Et enfin, eh bien, on va vous dire quelles sont les recommandations, quels sont les services pour un provider de cloud qu'il faudra embarquer pour simplifier cette migration. Donc le troisième axe, c'est cet axe qui est l'axe gestion de la sécurité open source. Même principe, on retrouve les mêmes types d'informations. On va regarder les trois axes d'analyse et puis on va regarder pour ces trois axes d'analyse la synthèse. Est-ce que mes applications sont protégées? Celle-là est assez haute sur l'axe et sur l'axe horizontal, on va retrouver. Donc ça, c'est le business impact. Sur l'axe horizontal, on trouverait l'open source safety, dont on voit ici la note. Et puis, on peut regarder la taille de la bulle ici. C'est le nombre de problèmes qu'on a, la taille des applications elles-mêmes. On va regarder au niveau du composant l'obsolescence. Est-ce que mes applications utilisent des composants récents? Là, c'est à peu près le cas, mais il y a quand même des composants très anciens. Est-ce qu'on a une bonne politique de gestion d'open source? Ici, il y a majoritairement une seule version d'open source, donc c'est oui. On va regarder toutes les vulnérabilités. On saura s'il y a des problèmes de sécurité. Il y en a beaucoup ici. Donc, des problèmes de sécurité critique, donc il faudra intervenir. Peut-être ce n'est pas les bonnes versions de composants, il faut regarder ça. Et puis on va regarder le risque de propriété intellectuelle. Donc est-ce que les licences que j'embarque sont susceptibles de me poser des problèmes? Est-ce que je n'ai pas à publier toute mon application comme open source parce que j'ai utilisé une licence qui va me le contraindre, une licence de quelqu'un qui est très convaincu de l'open source et qui veut bien qu'on utilise ces composants, mais que dans un contexte open source. Voilà. Et puis on va trouver des choses qui sont vraiment des choses qui sont spécifiques de notre sujet de maintenance. Donc, on va être capable d'aller regarder un certain nombre d'informations qui concernent la maintenance applicative. On va aller utiliser pour ça un algorithme qui est l'algorithme Constructive Cost Model, qui est le fameux COCOMO, pour ceux qui ont déjà entendu cet acronyme, de l'Université de Berkeley. Et là, j'ai mon portefeuille. On voit que sur les petites applications, on a deux barres ici. La barre jaune représente le coût prédictif issu de l'analyse par COCOMO, et en vert on trouve une valeur déclarative qui a été fournie et remplie à travers un questionnaire dans lequel on a dit combien on avait mis de personnes d'équivalent temps plein à la maintenance des applications. On voit que les toutes petites applications et les très grosses sont très mal servies, et intermédiairement par contre on a peut-être mis trop de monde sur les applications intermédiaires, et on voit évidemment ça avec le détail par application. On voit ici, c'est probablement une équipe en souffrance. Là, par contre, on a une équipe qui est très lourdement chargée pour un effort de maintenance attendu qui est beaucoup plus petit. Voilà, on trouve donc différents indicateurs de cette nature qui sont présents au sein de Cast Island. Donc, si on regarde un peu plus près, on voit aussi qu'on peut avoir d'autres indicateurs qui sont récupérés par d'autres sources, les enquêtes notamment. Et bien ça va être possible d'une manière un peu customisable. L'outil va vraiment permettre d'aller customiser ce genre de choses. On va pouvoir aller créer un certain nombre d'informations dans ce système. On va pouvoir aller créer des custom indicateurs. Il y en a qui ont été créés dans cet environnement. Donc, pour créer des custom indicateurs, ici on a créé un custom indicator de maturité agile. On va aller définir un certain nombre de questions. Et pour chacune des questions, on va regarder quelles sont les réponses possibles. Et puis on va peser ces questions. Voilà, et puis ces questions vont ensuite servir à construire cet indicateur. Ici, c'est pour un client qui voulait savoir si les équipes les plus matures en termes d'agilité fournissaient bien les applications de meilleure qualité. Et au final, on va être capable d'aller montrer des dashboards qui sont des dashboards custom, donc croiser les informations pour retrouver d'autres segmentations qui peuvent intéresser. Ici, on voit une segmentation qui est proposée, qui est la dette technique par ligne de code. La dette technique, c'est aussi quelque chose d'important lorsqu'on parle maintenance. Il faut essayer de réduire cette dette technique. On l'a croisé de la poids fonctionnel, donc de la valeur fonctionnelle pour le business de ces applications, et du nombre total de personnes qui sont affectées à la maintenance. Donc on
voit ici sur l'axe vertical la taille fonctionnelle. Donc, plus on est haut sur cet axe, plus on a des applications qui fournissent de la valeur métier. À l'horizontale, on voit la partie ici qui est la partie technical depth. Plus on va de ce côté-là, plus elles ont de dette technique par ligne de code, donc c'est une technique relative. Et enfin, on voit le nombre de personnes qui sont consacrées à la maintenance, cette application-là, avec le peu de gens qui vont être affectés à la maintenance, le fait qu'elle ait une très grosse dette technique et le fait qu'elle ne soit pas très grosse est forcément une inquiétante. Et si on voulait regarder avec Agile Maturity, on voit ici, en fonction de la résilience et de la maturité agile, la maturité agile est à l'horizontale, plus on est à droite, on peut segmenter. Ici, on s'attend à ces résultats-là, des gens qui sont agiles et qui font des applications de bonne qualité. Là, des gens qui ne sont pas agiles et qui font des applications de mauvaise qualité. Par contre, là, on a des applications qui sont de bonne qualité, bien qu'elles ne soient pas en méthode agile. Donc, regardez quelles sont les pratiques qu'on pourrait généraliser. Et là, on a des gens qui sont les meilleurs en termes de maturité agile, mais qui fournissent des applications de mauvaise qualité. Donc, on a toutes ces possibilités-là qui sont offertes par l'outillage, qui est l'outillage de CAST. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose de particulier sur ça, puisque je vois que Tasman, qui produit le travail d'analyse, va pouvoir travailler sur ces éléments-là, pour concevoir des enquêtes. Je peux peut-être te laisser prendre un peu la main, là, Vincent, pour un peu détailler ce que vous faites et comment on interagit sur ce domaine. Oui, tout à fait. Merci Sylvain. Donc, comme on le voit, en fait, Cast Highlight est un outil extrêmement riche. C'est-à-dire qu'on peut avoir énormément d'informations. On peut explorer énormément de dimensions en fait avec les indicateurs qu'on remonte, donc qu'ils montent tout seuls par analyse du code ou qu'ils soient issus d'enquêtes. Donc, encore faut-il effectivement choisir les indicateurs qui ne sont pas techniques, concevoir les enquêtes appropriées, et puis designer en fait des tableaux d'aide à la décision qui soient parlants au niveau où on veut exploiter l'outil. Donc là, on est sur un niveau budgétaire, donc assez haut niveau. Quand on voit la copie d'écran en fait en haut à droite du slide, on voit qu'on est déjà un peu plus bas que ce niveau. C'est-à-dire que ça va peut-être permettre de sortir une liste d'applications sur lesquelles on va dire qu'il y a des interrogations. Mais voilà. Donc en fait, c'est comme tous les outils. Si l'outil a 100 fonctionnalités, on n'est pas obligé d'en utiliser 98 à chaque fois qu'on pose une question. Donc à un moment donné, en fait, l'apport de Tasman dans l'utilisation de Cast Highlight pour la mesure, c'est justement d'amener le bon niveau de filtre sur l'ensemble des indicateurs techniques et le bon niveau d'indicateurs complémentaires de manière à obtenir en fait des informations qui soient pertinentes dans le contexte où on se situe d'une prise de décision budgétaire. Donc, si je peux rajouter sur l'écran qui est ici, on est évidemment capable de mesurer les choses dans le temps et de définir des tendances. Parfois, la définition de tendance et le suivi de tendance est aussi important que la vision instantanée d'un indicateur. Oui, tout à fait. Et absolument, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le fait de pouvoir avoir ces mêmes indicateurs dans le temps, tous les trimestres par exemple, c'est effectivement extrêmement important. Voilà, donc là c'est un exemple sur justement le constructive cost model, où on voit quel type de complexité on est capable d'avoir. Donc on est capable d'embarquer une formule, ça c'est la formule qui est définie par la norme et qui va être alimenté par les données. Par exemple, ici, le code size est calculé automatiquement. Ici, le pourcentage de charge du code base qui a été modifié sur 12 mois, c'est quelque chose qui a été calculé automatiquement. Quel est le CMI level de l'organisation? C'est quelque chose qu'il faut saisir. Quel est le turnover du staff annuel? C'est quelque chose qu'il faut saisir, donc il faut informer un référentiel. Ici, la complexité, c'est quelque chose qui est calculé automatiquement. Donc, on est capable de créer des formules de cette nature-là et d'embarquer des formules de cette nature-là qui peuvent être complexes et qui vont permettre de calculer des indicateurs qui sont des indicateurs complexes, dont on va ensuite pouvoir exploiter l'information dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. On voit ici les différentes applications avec celles qui ont plutôt des situations où les équipes sont sous contrainte, d'autres où les équipes sont un peu surdimensionnées. L'idée étant quand même toujours de discuter les écarts. La précision à 10% près est parfois sujette à caution. L'idée n'est pas de dire la valeur absolue et la vérité absolue est portée par l'outil, mais provoquer des discussions, provoquer des challenges, que les gens puissent justifier les raisons, que les vrais fondamentaux remontent et que effectivement pour les consultants Tasman qui vont aller faire remonter cette information, ils puissent ensuite exploiter.
Voilà. Et on est capable d'avoir des segmentations qui sont des segmentations complexes, comme celles qu'on voit sur ce schéma ici. Voilà, j'ai mis cette fois-ci des typologies d'utilisation d'applications. Et puis pour chacune d'entre elles, ici, on regarde quel est l'impact métier sur l'axe vertical. Et on voit ici la bulle en fonction de sa position et de sa couleur, de sa nature. Ça, c'est un code ça, qui a été paramétré. Et là, c'est une application développée en interne. On en voit la qualité. Ici, ce qui est mis en place, c'est la robustesse ou la résilience logicielle. Donc, on a des capacités à faire des tableaux qui vont réellement être sophistiqués, qui permettront d'aller alimenter une réflexion et de définir une stratégie. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Vincent. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Donc, on a vu et dans la démo et dans les slides précédents, en fait, parce que à un moment donné, la question qui se pose, c'est on a des indicateurs. Là, on cherche à parler de budget. Comment on convertit les indicateurs en budget, c'est-à-dire pour l'essentiel en charge de travail estimée. Donc, on a vu l'approche Kokomo 2 qui est instrumentée dans Cast Highlight. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la formule provient en compte des dimensions qui sont importantes à prendre en compte dans l'estimation des charges. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on va avoir une même façon de comparer des estimations de charges sur un même patrimoine qui évolue dans le temps. Donc, on pourra comparer des deltas, des écarts. Pour autant, il ne faut pas forcément prendre pour argent comptant les résultats bruts que produit cette méthode ou toute autre méthode d'estimation. Les estimations de charges, il y a beaucoup de façons de les faire. La meilleure, c'est d'avoir des dés qui marchent bien, mais c'est très très rare et donc on les trouve jamais. Et donc ça, c'est pour dire que il faut relativiser, y compris ce type d'indicateur, mais que c'est quand même intéressant d'avoir une même base de calcul relativement automatique. Une fois qu'on l'a étalonné dans un contexte client particulier, on pourra au moins comparer des augmentations, des diminutions et se poser des questions. Alors, sinon continue, tu peux continuer. Ah bon, ok. Alors, hop. Effectivement, donc je reprends la main. Donc, finalement, là, qu'est-ce qu'on a vu par rapport à la question de départ, en fait, si on regarde des axes d'optimisation du run, qui sont des questions qui viennent souvent. Donc là, en fait, on a parlé du parc applicatif, c'est-à-dire qu'on s'est concentré sur les applications, et en particulier les applications dont on a le code source, ce qui exclut de fait pour les indicateurs calculés techniques calculés automatiquement par introspection du code, ça exclut tout ce qui est briques sur étagère, qu'on peut quand même rattraper avec des enquêtes pour avoir une vision globale. Mais alors en fait, il y a d'autres questions aussi. L'objectif, c'est de dire comment je peux faire 10% d'économie sur mes coûts de maintenance. Il y a certainement des réponses dans le volet parc applicatif, mais il y a peut-être aussi des quick wins ailleurs, renégociation des contrats, ajustement de tout ce qui est support, simplification des process. Et ça, effectivement, c'est pas couvert par un outillage comme Cast Highlight. Par contre, comme l'a présenté Sylvain dans la démonstration, il y a un autre aspect qui est quand même très intéressant et qu'on va pas couvrir dans le séminaire, mais on vous propose d'en faire un prochain sur cette partie-là, qui est ce qu'on va appeler désendettement architectural au sens large. Alors, c'est pas que technique, il y a des optimisations techniques, transformations techniques, des décommissionnements, mais en fait, plus globalement, c'est comment est-ce que je réaligne une partie de mon SI, alors legacy au sens large, c'est-à-dire que c'est des suites qui existent, je mets en prod, c'est des legacy, les projets nouveaux, c'est ce qui n'est pas encore en prod en fait. Donc comment est-ce que je peux réaligner une partie de mon patrimoine existant vers ma nouvelle plateforme digitale qui est en cours de construction par exemple, comment je peux transporter, comment je peux et ça c'est vraiment un sujet tout à fait passionnant aussi, mais qui est néanmoins plus technique, puisqu'on va rentrer dans des considérations de faisabilité. On l'abordera dans un second temps. Il n'est pas couvert aujourd'hui. Et donc, pour finir sur le budget applicatif, le budget de parc applicatif, finalement, donc, dans ce qu'on vous propose comme offre Tasman et Cast, finalement, on va faire la maintenance. Il y a une maintenance en fait qui est un peu impérative, c'est-à-dire corriger des défauts, faire des alignements réglementaires, régler des phases de sécurité, traiter les risques pour le run, sur de l'obsolescence technique, sur des problèmes, pourquoi pas de la scientisme si ça se fait, des choses qui sont plus supportées. Donc
Là-dedans, sur cet axe-là, effectivement, on va pouvoir trouver une partie des réponses directement avec CAST, hein, sur tout ce qui est technique. Les aspects alignement réglementaire, par exemple, ou défauts fonctionnels, la CAST ne saura pas le faire. Par contre, on peut, avec de l'analyse complémentaire, faire l'état des lieux de manière à pouvoir construire des tableaux de bord qui disent, OK, voilà, là, en fait, il y a un incontournable dans la maintenance du parc applicatif. Voilà, cette zone-là, en fait, on ne peut pas y déroger puisque ça met en risque le service rendu. Après, il y a une deuxième phase que parfois d'ailleurs on inclut dans la maintenance parce que c'est plus facile. On va pas dire on va faire un projet de transformation, on va dire est-ce qu'on peut pas plutôt le glisser dans les projets de maintenance, alors qu'en fait c'est pas la même finalité. Hein. Et donc dès qu'on va toucher à des sujets qui finalement intéressent soit ce qui s'appelle ici principalement la réarchitecture capacitaire ou la maintenabilité, qui n'ont de sens d'ailleurs que si on veut faire évoluer. Hein. Si on ne fait pas évoluer, finalement, que ce soit pas architecturé comme on aimerait vu d'aujourd'hui, que ce soit pas complètement documenté même par rapport aux éléments fonctionnels, finalement, c'est pas très grave. Si on ne fait pas évoluer, c'est pas très grave. Donc là, il y a une zone d'arbitrage. Est-ce qu'on veut maintenir? Est-ce qu'on veut accentuer la maintenance évolutive? Ou est-ce qu'on veut carrément regarder ce qui est transformable? Et là, si on veut transformer, il faudra que ce soit documenté, il faudra effectivement nettoyer avant de le faire. Donc ça, c'est la zone d'arbitrage. Et finalement, comment on va arbitrer dans cette zone d'arbitrage? Ça va être, il va falloir prendre en compte d'autres critères qui cette fois sont pas techniques, mais qui sont finalement quel est le service rendu, quel est d'une part la satisfaction métier par rapport au coût engagé dans cette maintenance, alors, le métier et les utilisateurs en fait qui peuvent être de points de vue différents, hein, les utilisateurs finaux, hein, que ce soit des agents en interne, que ce soit des clients, du grand public, et puis le métier par rapport à des objectifs d'entreprise. Satisfaction, mais aussi les risques, c'est-à-dire effectivement dans un secteur concurrentiel où est-ce qu'on est en train de prendre du retard par rapport aux offres concurrentes, dans un secteur plus public, voilà, est-ce qu'on a les moyens de répondre en temps et en heure aux évolutions réglementaires qu'on nous impose. Et donc finalement, c'est un peu ça l'arbitre, hein, c'est ces critères de pondération. Dans la négociation budgétaire dans l'ensemble, en fait, il n'y a pas forcément toujours de manière aussi nette en fait ces aspects-là distingués, ce qui est arbitrable, ce qui n'est pas, et puis quels sont les critères qu'on doit prendre en compte. Et tout ça mis dans un pot commun. Oui, ce qui est important, c'est que l'analyse qu'aura fait CAST aura permis de mettre en évidence des choses qui sont objectives et qui vont permettre de guider une décision. Hein. Si on dit on peut gagner de l'argent sur des contrats, est-ce qu'on va traiter de la même façon les contrats de tierce maintenance applicative qu'on a sur des applications qui sont à la fois robustes et faciles à faire évoluer, de celles qui sont peu robustes et difficiles à faire évoluer parce que complexes? Est-ce qu'on aura la même approche en termes de négociation? Est-ce qu'on n'a pas là quelque chose, un guide aussi qui permet d'aller dans le travail de rationalisation, de ne pas commettre des erreurs qui seraient contre-productives? Oui, tout à fait. Et donc effectivement, le fondement, c'est bien d'avoir une patte de toute l'argumentaire qui est complètement le reflet de la réalité technique des applications, et ça c'est fondamental, puisque sinon effectivement on peut discuter très longtemps. Mais là au moins on a au moins un point d'entrée qui est complètement objectif. Alors pour terminer, finalement donc ce qu'on a vu avant permet probablement d'éclairer la question de maintenance, c'est-à-dire ce qui s'appelle ici dans le titre maintenir le passé, c'est-à-dire on a un existant, on veut le maintenir, hein, donc on reste globalement ISO service rendu. Comment on optimise ça, ou est-ce que on peut pas faire autrement que dépenser, que faire de l'effort en fait, faire un effort, et puis où est-ce que finalement c'est discutable. Et alors discutable pourquoi? Alors pour faire des économies ça c'est une chose, mais aussi discutable par rapport à finalement ce qui est un objectif qu'on pourrait trouver plus intéressant, même si là maintenant c'est intéressant aussi, c'est voilà, transformer l'avenir, aller opérer, commencer, accélérer une transformation digitale qui va être consommatrice de moyens. Comment faire pour ne pas finalement dépenser en double, hein, c'est-à-dire maintenir lourdement quelque chose dont on va se débarrasser parce qu'il va être remplacé dans 2 ans par exemple, ou alors même dépenser pour maintenir un existant qui in fine deviendra obsolète, alors que peut-être qu'on pourrait dès maintenant commencer à le transformer parce que c'est atteignable, parce qu'on voit que c'est atteignable, et que ce budget, plutôt que de le faire à fond perdu quelque part, autant l'investir sur l'avenir.
Donc, les exemples sont ceux qu'avait déjà cité Sylvain. Hein, voilà, donc on va pouvoir voir avec les indicateurs relativement facilement que on a peut-être un effort important pour une plus-value qui est faible. On va peut-être montrer qu'on est en train de dépenser beaucoup, alors que, par exemple, une évolution réglementaire extrêmement structurante et disruptive qui va arriver dans 2 ans. Voilà, est-ce que c'est raisonnable de dépenser autant Et même, là, on a parlé de cloudification, mais il y a d'autres aspects que la cloudification dans la transformation digitale, bien sûr. Voilà, si on dit que manifestement, peut-être contrairement à ce qu'on pensait, parce qu'on n'a pas bien regardé ou parce qu'on savait pas comment regarder, il y a quelque chose qui est très évolutif alors qu'on pensait que ça l'était pas. C'est peut-être une opportunité en fait pour accélérer la digitalisation. Donc ces questions-là en fait méritent complètement au moins un prochain webinaire, donc qu'on fera prochainement. Tu veux rajouter quelque chose, Sylvain? Non, non, c'est vraiment ça pour moi l'essentiel, hein, c'est prendre une décision avec un seul axe de visibilité, c'est souvent insuffisant. Si on se focalise sur ce seul axe, c'est toujours bon d'avoir les différents autres axes et d'avoir des axes les plus objectifs possibles. Nous, c'est ce qu'on cherche à fournir avec la solution pour tout ce qui concerne le code et la compréhension du code, que ce soit sur l'open source embarqué, que ce soit sur la cloudification, que ce soit sur la qualité. Et puis ensuite, eh bien, il y a un vrai travail de savoir avec quoi on va croiser ça. C'est un travail à double entrée, hein, un travail qui consiste à préparer un indicateur et ensuite à exploiter cet indicateur en perspective des autres informations qui sont des informations objectives pour pouvoir aboutir à des décisions qui sont des décisions éclairées. Et, euh, et c'est tout l'intérêt d'avoir une association entre Tasman et Cast. Un Cast fournit l'outil, mais aussi la capacité à rapidement construire les indicateurs qui seraient nécessaires et à les mettre en musique. Et, et Tasman de fournir les éclairages selon les bons axes d'analyse. Tout à fait. Donc on en a terminé avec la partie présentation. J'ai J'espère quelques que ça vous a questions. éclairé. Je te passe la main, Gaël, c'est ça? J'ai des questions à vous poser, donc si vous êtes prêts Voilà. à y répondre. La première question, c'est quelle est la différence entre APM et PPM? PPM, ça va tenir beaucoup de compte de la dimension projet, c'est-à-dire beaucoup tenir compte de comment j'équipe une tâche, hein, qu'est-ce que je mets comme ressources dessus, comment je le vois dans le temps. Euh, L'application de portfolio management, il va plutôt se concentrer sur l'application elle-même, qu'est-ce qu'il y a à en faire. Et une application, c'est pas un projet, hein. Plusieurs applications peuvent être concernées par un projet. Donc on a un croisement des informations. Il y a beaucoup de solutions PPM qui embarquent des fonctionnalités de l'APM. Nous, on est en plus dans une spécificité par rapport à l'APM. On est en train, dans cet axe-là, de proposer une gestion des applications, mais avec un axe d'analyse de la qualité, d'analyse du risque de ces applications, ce qui est pas le cas de toutes les solutions qui font de la gestion de portefeuille d'applications. Euh, Euh, une deux- Tu veux ajouter quelque chose, j'ai- Vincent? j'ai- non, j'ai pas mal de questions aussi de mon côté, mais vas-y, je te laisse avec tes questions. Je te laisse Euh, finir tes questions. Dans un contexte où le budget MCO augmente tous les ans à périmètre SI constant, est-ce qu'on peut facilement, avec CAST, comprendre la raison de cette augmentation budgétaire? Plus d'opérations, plus de TP, test de non-régression faible, etc. Alors, Alors, pas sur tout. vas-y, ouais, pardon. Vas-y, Vincent. Non, non, vas-y, mais je pense que CAST ne peut pas Non, c'est ce que j'allais dire. calculer. Voilà. Sur les différents, ne serait-ce sur les exemples qui sont proposés dans la question, il y a des exemples sur lesquels on n'a rien à faire et rien à dire. Je ne regarde pas si vous avez exécuté tous les tests de non-régression à chaque fois. Moi, je constate que l'application est robuste ou pas robuste. Donc, ce que va faire CAST dans cet environnement-là, c'est surtout vous dire comment le patrimoine s'est transformé. On dit à patrimoine à SI constant, il n'y a pas de SI constant, ça n'existe pas un SI constant. Il y a forcément des modifications qui ont été faites. Un SI, ça vit tout le temps. Donc on peut dire qu'on a un SI constant lorsqu'on ne traite pas de nouveaux métiers, hein, mais ça a bougé. Donc ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a plus de code, est-ce qu'il y a moins de code, où change le code, est-ce que la qualité du code a changé. On va regarder tout ce qui va permettre d'éclairer ça et de dire voilà, c'est normal que le coût de MC augmente. On a
sur ce secteur-là, sur ces 4 applications-là, 30% d'augmentation de la taille du code. Ici, on a 5% de moins, mais la complexité a augmenté de 40%. Donc, on va pouvoir regarder ça et ensuite s'interroger. Voilà. Comment on va l'augmenter ce MCO global, ce coût de maintenance global, comment il augmente, quelle est la vision qu'en ont les équipes, et confronter cette vision avec des indicateurs qui sont des indicateurs objectifs et qui ont vraiment du sens plutôt dans leur tendance que dans leur valeur absolue. Oui, il faudrait que le MCO augmente de 6%. Et par contre, il n'a pas augmenté de 6% dans tous les secteurs et pour toutes les applications. Ce n'est pas quelque chose d'uniforme qu'on va saupoudrer. On va se concentrer sur un certain nombre de choses. Hein. On a travaillé avec des spécialistes de l'agilité sur comment je peux agiliser mes budgets et comment je peux faire pour en fonction des différents sprints qui ont lieu et au fur et à mesure des évolutions, des vélocités d'équipe, de la livraison, du retour des utilisateurs, et bien réallouer mon budget régulièrement, qui n'est pas un budget de maintenance, mais cette fois-ci un budget nouveau développement, pour obtenir le plus de valeur pour l'entreprise. C'est la même chose. Hein. L'idée, c'est toujours de regarder des choses qui sont factuelles et à partir des choses factuelles, comprendre une situation et en fonction d'une stratégie, eh bien, alimenter correctement, en particulier de manière budgétaire, les bons acteurs dans l'entreprise. Je vais compléter. Effectivement, outre encore une fois l'analyse technique dans la software intelligence embarquée dans CAST, hein, donc on peut rajouter et avoir au sein des mêmes tableaux de bord d'autres types d'indicateurs. Je vais prendre l'exemple. Imaginons qu'effectivement on a un contexte où voilà le budget augmente, on comprend pas bien pourquoi. Alors effectivement, il va falloir entrer en plus de ce que calcule CAST, il va falloir entrer par exemple peut-être effectivement le nombre de TPE dans les équipes. Si on pense qu'il y a quelque chose avec les tests, d'un point de vue d'une manière très rationnelle, comptons les 4 tests. Voyons si les 4 tests ils augmentent ou pas. Comptons le taux de défects dans les tests. Comptons le nombre d'erreurs signalées par les utilisateurs. Toutes ces données en fait qui sont des données réelles. Entrons-les en fait dans le référentiel des indicateurs finalement. Voyons si on trouve des corrélations et ça nous donnera peut-être des éclairages complémentaires qu'on ne voit pas simplement parce que juste on ne s'était pas posé la question. Donc il faut voir aussi l'utilisation d'un outil comme ça en fait comme un espace de référentiel décisionnel dans lequel on va pouvoir corréler différentes tendances pour essayer de trouver ce qui se passe. Chose que de toute façon, si on veut investiguer une question comme ça, il va falloir faire. Là, l'intérêt, c'est qu'on va le faire d'une manière qui oblige à objectiver les indicateurs, à les versionner dans le temps, et donc à pouvoir les comparer d'une période à l'autre et de focuser sur les évolutions qui nous paraissent pas celles attendues. J'ai une autre question. Combien de temps entre le contact, par exemple, à la fin de ce webinaire, quelqu'un nous appelle, et la restitution de résultats et combien de temps ça prend? Ça se compte en mois, en semaines? Alors, la mise en œuvre de Cast Highlight dans son aspect purement technique, ça se compte en moins d'une semaine. Hein, voilà, ça se compte en quelques dizaines, ouais, même pas, en quelques heures. Mais c'est pas ça le plus important. Hein. Le plus important, c'est comment on va traiter l'information et l'aspect conseil est important. Donc, il faut quand même interviewer l'entreprise, chercher les objectifs, comprendre les éléments. Ça c'est incompressible. Et ensuite, créer des indicateurs potentiellement complémentaires. Ça prend aussi un certain temps. Donc, on est forcément entre quelques jours et quelques semaines. À moins que tu aies autre chose avec des méthodes déjà packagées. Alors effectivement, je pense qu'on est sur l'ordre de quelques semaines. On va dire qu'on peut avoir des premiers résultats significatifs au bout d'un mois. Ça paraît pas déraisonnable. Après, c'est vrai que ça dépend beaucoup du contexte, ça dépend de l'accessibilité du patrimoine, ça dépend de la réactivité aux réponses, aux enquêtes qu'on fait, bien sûr. Mais on va dire effectivement de l'ordre de quelques semaines, on doit pouvoir avoir un premier panorama, ça c'est sûr. J'ai une dernière question. Est-ce que certains indicateurs sont plus pertinents pour définir le minimum vital d'efforts à fournir annuellement sur une application? Si on regarde
Le Kokomo, hein, le Kokomo, il est assez parlant, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de la complexité. La complexité, c'est fondamental. La taille, c'est fondamental. Voilà, donc, et puis après, on a des éléments qui sont des éléments qui sont objectifs aussi, hein, qui sont le turnover. Donc, le turnover, la complexité et la taille des applications sont très importants pour établir une prédiction, hein. Si vous avez une application très complexe, de très grande taille avec des gens qui changent tout le temps, bah, c'est mal barré. Mais j'ai l'impression de dire une lapalissade, là, hein. Qui plus est, en fait, je pense qu'il n'y a pas forcément de réponse absolue parce que Non. selon les contextes, les points de préoccupation principales ou les points de risque principaux ou les KPI qu'on cherche à suivre sont pas forcément exactement toujours les mêmes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que avec d'une part la panoplie, on va dire, d'indicateurs que propose Cast, qui est aussi issu d'expérience terrain, hein, c'est pas un outil qui vient de sortir, hein, et d'autre part, côté Taskman, effectivement, la somme des questionnaires ou des points qu'on a l'habitude de dresser sur ce genre de sujet. On a à coup sûr une checklist assez conséquente d'ailleurs, mais qui permet d'identifier rapidement sur un cas précis quels sont les points les plus intéressants à suivre. Après, il reste, je dirais, si on veut exploiter l'outillage, il reste plus qu'à instrumenter ça pour avoir le résultat objectif qu'on attend. Donc, je crois pas là en la matière à une réponse absolue qui marcherait dans tous les cas, toutes les technos, toutes les organisations, tous les process, tous les secteurs d'activité. Ça, je crois pas trop. Par contre, on a suffisamment de matière pour rapidement identifier ce qui est le plus pertinent dans un cas concret. Très bien. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on a un peu de temps? Quels sont les facteurs clés de succès d'une telle démarche? Je laisse répondre d'abord parce que moi, c'est surtout des moyens que j'apporte. Oui. Alors, Et elle n'est pas facile. Alors là, ce qui est sûr, c'est que le truc, c'est de baser, Le son, ouais. baser une négociation budgétaire sur des critères objectifs. Donc, un premier critère de succès, c'est d'avoir accès à l'information, ce qui est pas forcément simple. Mais je prends un exemple bête. J'ai 600 applications. Là, je m'intéresse à 10. Il faut que je puisse dire combien de jours j'ai dépensé sur ces 10 applications. Si déjà je passe ce type de réponse, ça va être un peu compliqué. Donc en gros, on se base sur des indicateurs réels, on peut pas les inventer. Donc il y a un point clé quand même, c'est le fait de pouvoir atteindre l'accès à l'information. Ça c'est primordial. Ensuite, il y en a d'autres qui sont plus techniques. Enfin, ça, c'est côté cas sur les indicateurs techniques, hein. Il faut bien sûr avoir au code source dans les bonnes versions, ce qui n'est pas forcément ça peut être une gageure, hein. Si je dis, voilà, j'ai réussi avec ça. Une gageure en Ouais. particulier lorsque les applications sont développées par des tiers qui peuvent être Oui, il y a aussi ça, ouais. un peu réticents à communiquer les choses. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, je dirais c'est voilà, le principal risque ou le principal KPI à suivre, effectivement, c'est est-ce que l'information est disponible. Après, une fois que l'information est disponible au niveau de chaque application ou de chaque ensemble d'applications, effectivement, il y a rien qui peut empêcher d'avoir des résultats au bout de quelques semaines. Très bien. Si vous avez terminé, je vous remercie tous les deux pour votre présentation. Je remercie les participants. Je vous rappelle que le support ainsi que l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui vous seront envoyés d'ici quelques jours. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Bien, merci. Bon après-midi à tous. Merci à tous. Au revoir.